523. Clodomir, Childebert et Clotaire sont prêts. La guerre est déclarée. D'un côté, les royaumes francs de l'Ouest. De l'autre, le royaume de Burgondie, qui se prépare à l'impact. D'un œil vigilant, Clotilde, la reine franque, surveille l'avancée de ses enfants. L'heure est à la victoire. L'heure est à la vengeance. Plus de 30 ans après la mort de ses parents, la dynastie de Gondebaud va enfin payer. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle vient de mettre le destin en marche, et il reviendra très bientôt la frapper en plein cœur. Ainsi, tous les Francs joyeux de retourner au combat se réunissent et se mettent en marche vers la Burgondie. Tous ? Pas tout à fait. L'aîné des 4 rois, Thierry, ne participe pas aux festivités. En même temps, il est marié à la fille du roi Burgonde, donc ça la fait pas trop d'attaquer le beau-père. Les repas de Noël pourraient vite devenir inconfortables. Pendant que Thierry reste tranquillement auprès du feu, ses frangins dégringolent sur leurs ennemis. Le roi Burgonde Sigismond, qui s'était cloîtré dans un monastère après s'être rendu compte que tuer son fils n'était pas très chrétien, finit par en sortir pour affronter l'ennemi. La rivalité entre les deux peuples remonte à bien des décennies, et à part quelques incursions de Clovis, les Francs n'ont jamais réussi à faire plier leur adversaire. Pourtant, la victoire des 3 frères est expéditive, et l'armée de Sigismond est rapidement mise en déroute. Le roi Burgonde essaiera bien de retrouver son monastère, comme si de rien n'était, mais il se fait rattraper et est fait prisonnier avec sa famille. Tout s'est passé comme prévu. L'affront est vengé et Clotilde peut enfin retrouver les terres de sa naissance. Pas tout à fait. Un détail de cette campagne va tout changer. Gondemar, le frère du roi Burgonde, est parvenu à s'enfuir. La guerre est loin d'être terminée. En attendant, Clodomir a un problème. Que faire de Sigismond ? Le fait de l'avoir en otage ne semble pas poser de problème à Gondemar, qui mène la rébellion dans son pays. À quoi sert-il donc d'avoir un système d'otages ? On verra dans l'histoire que souvent ça ne servira pas à grand-chose. Le roi franc est donc dans une situation plus ou moins compliquée. Il aimerait bien l'exécuter, remonter après Gondemar qui ne respecte rien, mais l'évêque Avis, on ne sait pas trop ce qu'il faisait là, il avait sûrement dû être traîné avec le retour de l'armée, le lui déconseille. Il lui dit « Si tu les fais mourir, tu périras de même, livré entre les mains de tes ennemis, et il en sera fait de ta femme et de tes fils, comme tu feras de la femme et des enfants de Sigismond. » Mais Clodomir n'écoute pas l'évêque, qui de toute façon n'avait rien à faire ici, et massacre Sigismond et sa famille, en les jetant dans un puits, faisant ainsi écho à la mort de la grand-mère. Ça fera sûrement plaisir à la mère Clotilde. Et c'est reparti pour un tour. Cette fois, Thierry fait partie de la fête. Le beau-père ayant été anéanti, plus de raison de ne pas aller s'amuser. Les 2 armées se mettent en marche et rencontrent celle de Gondemar près de Vézerons, dans le territoire de la cité de Vienne. Et grande surprise, nous n'avons aucun détail sur le déroulement de la bataille. Tout ce que l'on sait, c'est que Gondemar est battu. La pierre du destin que Clotilde avait poussée va alors écraser sa première victime. Clodomir, le fils aîné de la reine franque, celui qui a survécu à la maladie après des jours de prière acharnée de sa mère, ce roi conquérant ne reviendra pas de la campagne. Alors que Gondemar s'enfuit, Clodomir le poursuit. Mais il est pris dans une embuscade, est vite surpassé et est massacré. Ses ennemis lui coupent la tête et la trimballent au bout d'une pique. Mais ça tombe bien en fait. Clotaire, voyez-vous, n'avait justement pas d'épouse. Et voilà que l'épouse de Clodomir est libre. Grégoire de Tours écrit « Clotaire sans délai s'unit en mariage à la femme de son frère nommée Gonteuc. » Il y a des priorités quand même. Par contre, les enfants de Clodomir ne restent pas avec leur mère. Le roi d'Orléans avait effectivement eu 3 fils, Théodoald, Gonthaire et Clodoald, tous âgés de moins de 10 ans. C'est la grand-mère Clotilde qui les récupère
et les garde avec elle à Paris. Mais pourquoi? La mère des enfants, Gonteuc, aurait-elle perdu tout intérêt pour les garçons après la mort de son mari? Ou cette décision ne cacherait-elle pas une réalité encore plus sombre? Une volonté de la vieille reine Franque de protéger les gamins qu'elle a pris en affection. Mais de quoi peut-elle avoir bien peur? Pour comprendre, analysons la situation. Clodomir mort, son royaume doit revenir à ses enfants, divisant et affaiblissant encore plus le royaume des Francs. Au contraire, si les frères de Clodomir récupèrent son royaume, leur pouvoir n'en serait qu'augmenté. Clotilde le sait, et elle connaît ses enfants. Elle sait que Clotaire et Childebert sont une menace pour ses petits-fils, et joue la prudence en les protégeant. Mais ses craintes sont vite levées, car Clotaire et Childebert demandent à leur mère de leur envoyer les garçons pour les élever sur le trône. Clotilde explose de joie, elle les laisse partir. Elle n'a plus qu'à attendre tranquillement, mais, évidemment, tout finit par s'écrouler. Un envoyé des rois francs se présente à la reine avec un ciseau et une épée. En fait, les 3 enfants ont été arrêtés par leurs oncles, séparés de leurs serviteurs et enfermés. Clotaire et Childebert avaient tout planifié. Les 2 rois courageux font bien attention de ne pas affronter leur mère directement et lui laissent le choix du sort des enfants. Les exécuter, d'où l'épée, ou leur couper les cheveux, d'où le ciseau. Sorte d'humiliation qui leur fermerait les portes de leur royauté et leur ouvrirait celles du monastère. Clotilde est folle de rage. Elle a été dupée. De colère, elle s'écrie « Si on ne les élève pas sur le trône, j'aime mieux les voir morts que tondus. » Puis, elle se ravise, évidemment. Mais trop tard. Le messager est déjà parti, tout content d'avoir eu sa réponse. Clotaire et Childebert ne perdent pas une seconde. Clotaire attrape Théodebald, l'aîné, et le jette par terre. Il le tue d'un coup de poignard. Gunther, le deuxième fils de Clodomir, se jette alors aux pieds de Childebert et, noyé dans ses larmes, demande grâce. Le roi de Paris revient alors sur sa décision, mais Clotaire s'emporte et se charge de poignarder Gunther. Le 3e frère est sauvé par quelques guerriers, se tondra les cheveux et finira sa vie dans un monastère. Il deviendra Saint-Cloud. Clotilde ne peut que s'apitoyer sur la tournure des événements, et elle est accablée par une immense douleur. Après avoir enterré ses petits-enfants, elle se retire de la vie politique et se dédie aux pauvres et à l'Église. Grégoire écrit « La reine Clotilde déploya tant et de si grandes vertus qu'elle se fit honorer de tous. Ni la royauté de ses fils, ni l'ambition du siècle, ni le pouvoir ne l'entraînèrent à la ruine, mais son humilité la conduisit à la grâce. Mais ne nous inquiétons pas, puisque nous ne l'abandonnons pas, car, en fait, ces tragédies ne sont pas terminées. Et les 2 bons rois? Eh bien, alors que Childebert reste pour affronter le courroux de sa mère, en même temps c'est lui le roi de Paris, Clotaire se fait la malle, sans se troubler aucunement du meurtre de ses neveux, comme dit Grégoire. Donc tout va bien, quoi. Clotaire c'est un bon quand même. Et les 2 compères se partagent le royaume de Clodomir. Tout cela dans l'intérêt du peuple franc, évidemment. Et, soit dit en passant, la prophétie de l'évêque Avis s'est réalisée. Sur cette joyeuse note, nous terminons cet épisode. Mais l'aventure continue, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Surtout qu'un certain Justinien vient de devenir empereur romain d'Orient et s'apprête à faire trembler le monde connu.